Lorsque j'étais en classe préparatoire littéraire, j'ai discuté beaucoup avec mes amis top, à savoir les scientifiques, et je me souviendrai toujours, à la fin de l'année, un de mes anciens amis me dire: j'ai raté l'admissibilité à Polytechnique à cause du français. Non pas à cause des maths, non pas à cause de la physique, non pas à cause de l'informatique, mais à cause du français. Il avait eu 12, un 14, ou toute autre note supérieure aurait pu lui suffire à avoir une bonne note. Et depuis, j'essaie d'aider les élèves qui sont en prépa scientifique à réussir leur concours et à obtenir l'école qu'ils veulent. J'affiche à l'écran tout de suite les notes qu'ont mes élèves depuis ces dernières années, depuis les 4 ans désormais que je suis professeur. Tu peux le constater, les notes sont entre bonnes et excellentes. Si tu veux les mêmes notes, n'hésite pas à d'abord écouter la vidéo et si ça te plaît à cliquer dans le lien dans la description pour avoir un cours avec moi. Au programme de cette année, les 7 contre Thèbes et les suppliantes d'Échille. Et tout ce que tu dois savoir sur le rapport entre cette œuvre-là et le thème de l'année, à savoir individu et communauté. Petit mot juste simplement pour commencer sur la vie d'Échille. Échille, c'est un dramaturge, il est né à Athènes, il a combattu à Marathon, une bataille dans les guerres médiques, il a écrit 73 pièces et il est connu pour avoir inventé un procédé au théâtre, c'est l'usage de 2 acteurs. En effet, dans la Grèce antique, dans le théâtre, on utilisait simplement le chœur et un acteur, parce qu'on considérait que ça suffisait pour raconter une histoire, et avec 2 acteurs, on ne fait pas que simplement raconter une histoire. Pour la première fois, on met en scène directement l'histoire avec justement les 2 acteurs qui vont pouvoir simplement jouer la comédie. Allons-y maintenant pour le résumé de la pièce. Je commence par la pièce Les 7 contre Thèbes. Pour que tu comprennes la pièce Les 7 contre Thèbes, il faut que tu comprennes un point de mythologie clé. Ce point de mythologie clé, c'est l'histoire de la famille des Labdacides. Alors, tiens-toi parce que je vais prendre le temps de tout expliquer. Comme ça, ce sera très simple pour toi, pour ta culture générale, et tu auras vraiment l'impression de comprendre la pièce et ce qui se joue à l'intérieur des 7 contre Thèbes. Allons-y. Alors, tout commence avec un certain roi qui s'appelle Cadmos. Cadmos a une mission qui est de récupérer sa sœur. En effet, elle a été enlevée par Zeus. Pendant plusieurs années, il va tenter de la retrouver. Sauf que il n'y parviendra jamais. Pour se faire pardonner de cette erreur fondamentale, de cette incapacité, il va tenter de fonder une ville. Pour avoir la meilleure ville possible, il lui faut un bon fleuve. Et devant le fleuve qu'il veut fonder se trouve un dragon sacré nommé Arès. Ce dragon sacré est un dragon protégé par les dieux. Mais pour se venger et aussi pour construire sa ville, Cadmos décide de tuer ce dragon. Or, tuer un être sacré, un être protecteur d'une source, d'un fleuve qui est une ressource sacrée, c'est une transgression majeure. En conséquence, Cadmos est contraint de servir Arès pendant 8 ans pour expier son crime. À la fin de cette période, il est pardonné par les dieux, mais cet acte semble inaugurer une série de malheurs pour lui et sa descendance. Cadmos finit par réussir à fonder cette ville, la ville qu'il souhaite fonder, et cette ville sera bien entendu la ville de Thèbes. D'une certaine manière, déjà, le jalon que pose Cadmos est un jalon tremblant, c'est un jalon branlant. Ce n'est pas une fondation correcte. Il n'a pas fondé la ville sur des bases correctes. Certes, il s'est fait pardonner son acte, mais il a commis un acte d'impiété. L'impiété, c'est le fait de ne pas respecter les divinités. Et on pense qu'il y a un lien direct entre cet acte-là et tout ce qui va s'en suivre. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est qu'il va y avoir une famille qui sont les descendants de Cadmos. Et cette famille, c'est la famille des Labdacides. Et cette famille a une particularité, c'est qu'elle est maudite. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un individu dans cette famille, il va lui arriver un drame, une histoire tragique, une histoire poignante. Cadmos incarne l'idée du roi fondateur maudit. Même les plus grands héros ne peuvent pas échapper à la réalité. Même si sa vie est marquée par un exploit glorieux, la fondation de la ville de Thèbes, elle se termine dans le malheur et sa descendance sera maudite.
j'ajoute une chose, c'est qu'un autre exploit de Gordieu qu'il a fait, c'est qu'il a introduit pour les Grecs l'alphabet phénicien. L'alphabet phénicien, c'est quoi? C'est le premier alphabet qui ne note pas directement des concepts, mais des sons. Et c'était un alphabet utilisé par des marchands en Syrie, en Israël, en Palestine actuelle. Et c'était un alphabet qui a eu énormément de succès, puisque aujourd'hui sur la planète, à peu près tout le monde utilise cet alphabet, sauf les Chinois. Cadmos, lui, il a introduit dans la Grèce antique l'alphabet. Et il a fondé Thèbes. Mais il a fondé ça sur de mauvaises bases, et donc le malheur va s'abattre sur lui, sa famille, ses descendants. C'est quoi le premier malheur de cette famille, de ses descendants? Il y a un descendant, la famille des Labdacides, elle s'appelle Labdacide pour une raison, c'est que un des premiers membres de cette famille, c'est un certain Laios. Laios, tu ne le connais pas, mais en réalité, tu le connais sans doute. Parce que Laios, c'est tout simplement le père d'Œdipe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Laios était un descendant donc, de Cadmos. Alors, Laios naît à Thèbes, donc dans cette ville fondée sur des bases non respectueuses des dieux. Lorsqu'il atteint la majorité, au lieu de monter sur le trône, parce qu'il a du sang royal, descendant de Cadmos, il est chassé de Thèbes et il trouve asile auprès du roi Pélops. Celui-ci confie son fils Chrysippe en lui demandant de lui apprendre l'art de conduire un char. Sauf que Laios s'éprend et tombe amoureux du fils de Pélops, à savoir Chrysippe. Il enlève l'enfant pendant une course de char et le viole. Accablé de honte, Chrysippe se pend, traîne la malédiction de Pélops sur Laios et sa descendance. Pendant ce temps, Zétos, qui régnait sur Thèbes, donc le roi de Thèbes qui a chassé Laios, meurt. Il se suicide. Laios peut donc revenir légitimement sur le trône. Il revient sur le trône et épouse Jocaste. À ce moment-là, un oracle à Delphes lui avertit que si un héritier mâle lui naît, celui-ci tuera son père et épousera sa mère. Si jamais il a un enfant masculin, cet enfant va le tuer et épouser sa mère Jocaste. Laios fait en sorte de ne pas avoir d'enfant, mais une nuit, sous l'emprise de la boisson, il fait l'amour avec Jocaste, et de leur union naît un fils, Œdipe. Laios et sa femme Jocaste ont un fils qui s'appelle Œdipe. Pour éviter la prophétie, Laios ordonne que le bébé soit abandonné sur le mont Cithéron avec les pieds percés, d'où son nom Œdipe signifiant pied enflé. Bien entendu, il devrait tuer son fils, il ne devrait pas l'avoir. Mais c'est trop difficile pour lui, pour son père, de tuer son fils, donc il l'abandonne simplement, pour lui laisser peut-être une chance de survie. Et Œdipe est sauvé par un berger et élevé par le roi de Corinthe qui s'appelle Polybe. Devenu adulte, Œdipe consulte l'oracle qui lui révèle qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Mais il pense, Œdipe, que c'est vrai que ses parents adoptifs sont ses vrais parents. Donc pour lui, il n'a aucune raison de penser que adulte, il tuera son père et épousera sa mère. Donc il quitte Corinthe pour éviter cette destinée. Pour échapper à la destinée, il s'en va loin de sa famille parce que justement il prend peur que un jour il puisse être le meurtrier de son père et de sa mère. Or, en réalité, en s'éloignant de son père et de sa mère adoptifs, il ne fait que se rapprocher de la prophétie. Sur le chemin de Thèbes, il rencontre et tue Laios lors d'une dispute de façon anecdotique sans savoir qu'il s'agissait de son père. Il arrive à Thèbes où un sphinx terrorise la ville. Il résout l'énigme du sphinx, ce qui le conduit à devenir roi de Thèbes et à épouser Jocaste, sa mère, en accomplissant ainsi la prophétie. L'énigme du sphinx, je pense qu'elle est assez connue. C'est l'énigme qui raconte qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir. C'est l'être humain. Personne n'avait jamais réussi à réaliser une énigme du sphinx et Œdipe lui parvient à le faire. Bien sûr, l'être humain, pourquoi? Parce que le corps, lorsqu'il est enfant, il marche à 4 pattes. Lorsqu'il est adulte, il marche à 2 pattes, sur 2 jambes, je devrais dire. Et lorsqu'il est vieux, il se sert de la canne pour marcher. Œdipe devient donc roi et réalise la prophétie. Œdipe et Jocaste ont 4 enfants, 2 fils, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène.
et la malédiction des Labdacides va poursuivre la génération suivante. Oedipe finit par découvrir la vérité, à savoir qu'il a tué son père Laios sans le savoir, qu'il a épousé sa mère, donc il a couché avec sa mère, donc il a fait un inceste. L'inceste, c'est considéré comme une pratique interdite, et il a fait la pratique la plus interdite dans la sexualité, c'est-à-dire coucher avec sa mère ou son père, ou bien son frère et sa sœur. Et en faisant ça, Oedipe l'apprend et il se crève les yeux avant de quitter Thèbes. Et il devient aveugle pour ne pas voir justement. Il ne peut pas accepter d'avoir fait un acte aussi terrible que l'inceste et en plus le meurtre du père. On voit ainsi comment la malédiction se transmet de génération en génération. D'abord Cadmos, qui tue un dragon sacré. Ensuite Laios, qui fait un rapt, un viol, et qui fait se suicider quelqu'un. Ensuite, Oedipe, qui tue son propre père. Oedipe s'en va, il quitte Thèbes. Qu'est-ce qui se passe s'il quitte Thèbes? Le trône est vacant. Il a alors 2 fils, Éthéocle et Polynice, qui se disputent le trône. Là, écoute plus attentivement, parce que là, ça concerne directement les 7 contre Thèbes. Qu'est-ce qui va se passer? Le truc, c'est que il y a 2 frères qui ont les mêmes droits sur le trône. Et ils n'arrivent pas à se départager, puisque Oedipe n'a pas donné de consigne, puisqu'il est parti. Et donc, on ne sait pas vraiment qui doit prendre le trône. Et la solution est trouvée, Éthéocle et Polynice décident de régner sur Thèbes en alternance. L'un une année, l'autre une autre année. Oedipe, alors en exil, maudit ses 2 fils. Il les accuse de ne pas l'avoir soutenu ni accompagné lorsqu'il a été chassé de Thèbes. Cette malédiction prophétise que les 2 frères se battront pour le trône et s'entretueront. Ces années où l'un, le pouvoir alterne avec l'autre, il va y avoir une rupture dans cette situation. C'est que, à un moment donné, un des 2 fils va refuser de laisser le trône. Éthéocle refuse de céder le pouvoir à son frère Polynice et rompt l'accord. Polynice est donc en exil. Il demande alors va voir son père, Oedipe, et lui demande de l'aide. S'il te plaît, permets-moi de retrouver le trône, au moins pour 1 an. Et Oedipe lui dit non, je te maudis. Tu ne m'as pas aidé, et de toute façon notre famille est maudite, donc quoi que tu fasses, ça risque de mal se terminer. Polynice se réfugie à Argos, où il épouse la fille du roi Adraste et forme une alliance militaire pour reprendre le trône de Thèbes. Polynice convainc Adraste et d'autres chefs de cités grecques de l'accompagner dans une expédition militaire contre Thèbes. Cette campagne est connue sous le nom de l'expédition des 7 contre Thèbes. Donc les 7 contre Thèbes racontent tout simplement un frère et un autre frère qui vont tenter de récupérer un trône, donc le pouvoir, dans une lutte à mort. C'est vraiment un texte sur l'orgueil et la volonté de pouvoir. Orgueil parce que Éthéocle ne veut pas renoncer au trône une fois qu'il est en place, et Polynice de son côté se sent trahi et déterminé à récupérer ce qu'il considère comme son droit légitime. Ils sont incapables de trouver un compromis et leur détermination à s'imposer par la force conduisent directement à leur perte. L'expédition menée par Polynice se solde par un échec pour les assaillants. Dans la pièce précisément, les 7 contre Thèbes, il se passe 8 grandes étapes. 1. Éthéocle ordonne à son peuple de se battre car la cité est attaquée par son frère Polynice. Maintenant tu comprends pourquoi est-ce que Éthéocle veut défendre sa cité et que Polynice attaque la cité. Un héros annonce que les chefs venus d'Argos sont présentés devant les remparts. Le chœur arrive, expose son désarroi. Le chœur, c'est donc l'ensemble des femmes qui vont parler et se plaindre. Le roi tente de calmer le chœur continue d'avoir peur. Le messager vient annoncer que les portes sont toutes occupées. Éthéocle se désigne pour la 7e porte, dans laquelle il affrontera son frère. Le chœur chante la malédiction des Labdacides, et les 2 frères se livrent un combat à mort. Ils sont tous les 2 morts. À la fin, la cité est quand même protégée par Éthéocle, et les chefs de guerre militaire d'Argos doivent rebrousser chemin. C'est la victoire pour Éthéocle, victoire symbolique, puisque finalement, de son côté, il est mort. Je termine simplement avec l'histoire de la famille des Labdacides qui continue encore un petit peu après. Donc on a Oedipe qui était maudit par son père, qui lui-même était maudit par l'ancêtre Cadmos. Conséquence, les 2 fils sont maudits. Pourquoi est-ce qu'ils sont maudits? Ils s'entretuent dans un combat à mort pour le trône. On décide de faire des funérailles à Éthéocle parce qu'il a protégé la cité.
Et par contre, Polynice, comme il a attaqué Thèbes, on décide de le laisser et de le faire mourir sur la place publique, sans forcément de faire de funérailles. À l'époque, il faut savoir que les funérailles, c'est quelque chose de tellement important pour un être humain. Sa vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de funérailles. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme, et si jamais on ne fait pas de funérailles proprement, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de passage complet ni paisible entre justement l'âme et l'au-delà. Les funérailles, c'est ce qui permet en fait de faire un passage souple, une belle continuité avec la vie future de l'âme. Et donc si Polynice ne peut pas avoir cela, sa vie aura été vécue pour rien. Arrive Antigone, sa sœur. Que décide-t-elle? Elle décide de faire des funérailles à Polynice. Parce que c'est son frère et qu'il mérite des funérailles. Même si ce qu'il a fait pour la cité n'est pas tolérable, il mérite des funérailles parce que c'est un être humain. Elle enterre son frère. Et à ce moment-là, le nouveau roi qui est présent, qui s'appelle Créon, qui avait mis cette interdiction sur l'enterrement de Polynice, a tenté de convaincre Antigone de lui dire non, quand même, tu ne devrais pas faire ça. Mais finalement, il finit par le faire. Créon, pour ne pas mettre son autorité à mal, montrer qu'il y a des gens qui sont capables de ne pas respecter ses règles, emmure vivant Antigone, qui juste avant d'être emmurée, se pend. Et beaucoup de gens seront mécontents de cette décision de Créon. Son fils Aimon, financé d'Antigone, se suicide en apprenant la mort d'Antigone, suivi de la mère d'Aimon, Eurydice, qui se donne aussi la mort. Voilà, c'est la fin tragique de la famille des Labdacides qui symbolise l'inéluctabilité du destin dans la mythologie grecque et la malédiction que pesait sur cette famille transmise de génération en génération qui représente le concept grec de Moira, le destin, et on ne peut pas échapper aux conséquences de ses actions passées. Voilà, maintenant j'espère que tout est clair pour le scénario de la pièce. Allons-y pour les suppliantes désormais. La pièce Les Suppliantes fait partie d'une trilogie tragique qui comprend les pièces perdues d'Échille, à savoir les Égyptiens et les Danaïdes. Cette pièce raconte l'histoire des 50 filles de Danos appelées Danaïdes, qui fuient l'Égypte pour échapper à un mariage forcé avec leurs 50 cousins, les fils d'Égyptos. De marier tous ses fils avec les Danaïdes, afin de pouvoir contrôler plus la région. S'il arrive à faire en sorte de fonder plus de gens, plus de familles, il va y avoir une grande prospérité sur cette cité. Les Danaïdes, elles, refusent tout simplement ce mariage parce qu'elles n'ont pas envie d'être mariées à quelqu'un qui ne leur plaît pas, qui ne respecte pas leurs coutumes, leurs traditions. Pour éviter ça, elles vont demander l'asile. Elles vont demander l'asile à un roi qui s'appelle Pélagos. Pélagos est confronté alors à un dilemme. Il souhaite aider les Danaïdes, mais il craint également les représailles des Égyptiens si leur demande d'asile est acceptée. En effet, si jamais il accepte les Danaïdes, les Égyptiens ne seront pas contents et risquent de attaquer sa propre cité. Il décide de consulter les citoyens d'Argos et finalement, on accorde le refuge aux Danaïdes. Les fils d'Égyptos arrivent à Argos pour demander les Danaïdes, mais ils sont repoussés par les forces de Pélagos et les Danaïdes sont protégés. Le thème principal des deux pièces, c'est la gestion de la crise. Gestion de la crise parce que la crise, crisis en grec, ça veut dire un moment important, précis, où les cartes vont être rebattues. C'est une sorte, si vous voulez, de micro-révolution. C'est un moment précis où les choses, les lois, les dynamiques, les phénomènes vont changer de dimension. Dans les deux cas, ce qui crée la crise, c'est la guerre, c'est le combat. Et les concepts associés vont irriguer toute la pièce. Guerre, combat, effroi, violence, mort. Les moments de crise ont deux fonctions. Ou bien d'exacerber la peur, ça veut dire que quand on est dans une crise, on va avoir encore plus peur. Ou bien au contraire de révéler le courage. Ça qui est au cœur de la crise. Et pendant ces deux pièces, on va avoir justement, d'un côté, la peur que les crises provoquent, mais aussi le courage qui est révélé par les héros dans les moments difficiles. Parce que c'est le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur mais d'agir malgré tout. C'est ça le véritable sens du courage. Et dans un moment de crise où tout le monde a peur, où tout le monde est dans l'effroi, où la violence règne, le courage est la vertu, la compétence qui peut faire basculer la situation en votre faveur. Le Kratos,
en grec signifie le pouvoir, et le pouvoir, c'est ce qui régit les liens entre les individus et la communauté, ou entre l'individu et la communauté. Kratos de l'époux sur l'épouse, Kratos du féminin sur le masculin, du chef sur les citoyens, de la cité sur les étrangers, des dieux sur les humains, de Dieu sur les autres dieux. Les liens entre les individus et la communauté sont des liens régis par le pouvoir. Il va y avoir à un moment donné ou un autre, un des deux personnes, des deux pôles qui va exercer un pouvoir sur l'autre. Que ce soit l'individu sur la communauté ou la communauté sur l'individu. Première idée, c'est que la collectivité doit toujours l'emporter sur l'individu. Le roi s'adresse ainsi au peuple de Cadmos, ce qui montre la continuité de la cité depuis sa fondation. Tous les individus sont requis pour défendre la communauté. Lorsqu'il y a la guerre et que Polynice arrive avec les chefs militaires, il va falloir que tout le monde fasse un effort de guerre. Ainsi, c'est d'abord dans cette pièce la démonstration que la communauté l'emporte sur l'individu, notamment dans les moments de crise. Plus que la communauté qui l'emporte sur l'individu, c'est d'abord, dans l'esprit des Grecs, la loi religieuse qui s'impose sur les autres lois. Pourquoi est-ce que la loi religieuse s'impose sur les autres lois ? Raison numéro 1, parce qu'elle est pratiquée par tous. La religion fonde et fédère la communauté. C'est l'aspect collectif de la religion qui lui donne sa puissance. Parce que c'est une activité pratiquée par tous, c'est une activité dont tout le monde doit respecter les règles. Raison numéro 2, du fait que la loi religieuse s'impose sur les autres lois, c'est parce que on pense qu'un malheur s'abat sur la communauté et les individus si il y a une forme d'irrespect, d'impiété envers cette loi. On le voit avec l'exemple de Laios. Il a réalisé le rapt de Chrysippe, qui est contraire aux lois de l'hospitalité. Les lois de l'hospitalité en grec sont des lois très importantes qui font qu'on doit être accueillant envers l'autre, envers son prochain, pour un principe de réciprocité. Et il n'a pas respecté les lois de l'hospitalité, Laios, en violant Chrysippe. On connaît la suite désastreuse, sa mort. On connaît, je vous ai raconté dans ce podcast, la malédiction qui s'est transmise de génération en génération. Imaginez, c'est la conséquence de la loi religieuse parce qu'il n'a pas respecté les dieux. Qui dit pouvoir, dit conflit. Si il va y avoir des enjeux de pouvoir dans des pôles, à savoir individus, société, il risque d'y avoir des conflits. D'abord, les conflits internes à la communauté. Conflits internes à la communauté familiale. Entre les deux frères, Éthéocle et Polynice, qui rentrent en conflit pour le trône, simplement pour une histoire de pouvoir. L'un a le pouvoir sur l'autre et l'autre veut reprendre ce pouvoir. Principe de conflit aussi entre les hommes et les femmes. Le cœur est une communauté de femmes qui a peur et qui n'est pas intégrée à la vie civique. Le rôle traditionnel des femmes en temps de guerre est unique, il s'agit de prier. C'est pourquoi le cœur sont des femmes qui sont là et qui se contentent, entre guillemets, de pleurer et de prier. Dans le contexte mythologique, l'insistance des fils d'Égyptos pour épouser les Danaïdes représente une tentative de domination masculine sur la féminité et la liberté. Les Danaïdes, en s'opposant à ces mariages, deviennent des symboles de résistance contre la soumission et le contrôle. Et il y a aussi des conflits entre les différentes communautés. Pas seulement des conflits internes à la communauté, mais des conflits entre les communautés. Des conflits entre les Danaïdes et les Égyptos. Des conflits entre les Danaïdes et les habitants de la ville d'Argos, qui ne sont pas forcément sûrs de vouloir accueillir cette communauté de Danaïdes, parce que sinon ça risque de créer d'autres problèmes avec une autre communauté, qui sont les Égyptos. Qui dit conflit, dit également nécessité de protection, nécessité de sécurité. L'impératif de protection, il est nécessaire de protéger la communauté, que ce soit la communauté des Danaïdes, que ce soit la communauté des Thébains, ceux qui habitent Thèbes. Pélagos doit protéger sa propre communauté. Les Danaïdes doivent protéger la leur. Éthéocle doit protéger les Thébains contre l'arrivée de Polynice. À ce titre, on valorise les héros qui sauvent la communauté et qui les protègent. Les valeurs individuelles sont au service d'une communauté et d'un territoire. Pélagos assume le rôle de proxène. Le rôle de proxène, dans la Grèce antique, c'est le rôle de protecteur des étrangers. Éthéocle va jusqu'au bout de sa logique en sauvant sa communauté au prix de sa vie. Autre chose qui sont valorisées, c'est peut-être la démocratie. Échille fait peut-être un éloge de la démocratie, c'est-à-dire du peuple qui s'écoute, qui s'entend, qui vote ensemble, qui prend les décisions en âme et conscience, sans délaisser un des membres de la communauté. C'est le cas dans les suppliantes, où c'est la voix du peuple qui décide avant la voix du chef. Pélagos, lorsque les Danaïdes lui demandent « Est-ce tu peux nous accorder justement l'hospitalité et nous protéger contre les Égyptos ?» Pélagos dit
sans doute, mais je ne veux pas me mettre ma communauté à dos. Il va falloir que je les attende et qu'ils votent afin que je puisse vous accepter, afin que tout le monde soit d'accord pour vous protéger et donc prendre les conséquences de cette protection. La protection de la cité vient d'en haut. La véritable protection, ce n'est pas forcément les héros, mais c'est aussi les dieux et le destin, Moira, qui va ou non décider de votre sort. Par ailleurs, la mort est une expérience partagée. À la mort d'Éthéocle, la communauté entière gémit. Le traîne échoit aux femmes, c'est-à-dire le fait de crier, de pleurer pour la mort. Même si la mort n'est pas une expérience partagée par la communauté directement, elle est sur le temps long, puisque forcément, tous les membres de la communauté vont mourir. C'est peut-être la seule expérience commune à tous les individus, à savoir l'expérience de la mort, et qui est partagée en même temps ici par les deux frères. Éloge des héros, il y a une mise en scène de Jean-Luc Bansard qui, en 2016, transforme les suppliantes en un véritable acte militant et politique, puisque pour interpréter le rôle des Danaïdes, il utilise des réfugiés politiques. Ces enjeux contemporains où des peuples, des individus vivent dans des conditions de souffrance, et est-ce que on peut accueillir ces individus dans une communauté qui, elle, est protégée de ces risques. De perdre des membres au risque d'une mauvaise insertion, au risque de devoir donner ses ressources et d'être peut-être d'avoir des représailles des autres communautés. Enfin, une communauté prend sens de son identité. Ce qui crée l'identité de la communauté, c'est la crise. C'est lorsqu'il y a une crise qu'on va se redéfinir, qu'on va recomprendre ce qui nous arrive. Et la communauté prend son identité lorsqu'elle fait face à un ennemi extérieur. Les Danaïdes sont ensemble au moment où elles doivent toutes partager un destin commun qui est le destin tragique d'être mariées à ceux qu'elles n'aiment pas. Les Thébains prennent conscience de leur rôle et qu'ils doivent être unis au moment où ils sont attaqués par Polynice. Je termine avec cette idée qu'il y a une communauté qui veille sur les autres communautés. Toutes les communautés humaines, c'est la communauté religieuse. Et c'est celle-ci qui est la plus importante pour les dieux grecs. C'est pour ça que Zeus, dans la pièce, est très souvent chanté parce qu'on sait que c'est à lui que l'on remet son destin. Je t'invite, si tu as aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter, à me poser des questions sur la pièce si jamais tu n'as pas comprise.